voyageurs fatigués, pour un périple paisible aux origines oubliées d'une histoire plus profonde que la plupart ne l'imagineront jamais. Imaginez-vous vous détendre dans une pièce à la lumière tamisée, tandis que le monde extérieur s'estompe. Ensemble, plongeons dans les ombres d'une petite ville de l'Utah, où, à la fin des années 1970, deux hommes brillants ont poursuivi un rêve qui allait virer au cauchemar. Ce n'est pas une histoire banale de pizzeria familiale et de mascotte mécanique. Non, c'est l'histoire de la façon dont l'ambition, l'amitié et des obsessions secrètes ont semé les graines d'une tragédie dont les répercussions se feraient sentir pendant des générations. Avant de commencer, n'hésitez pas à aimer et à vous abonner à la chaîne, mais seulement si vous appréciez ce genre de récit lent et détaillé. Et dites-moi d'où vous écoutez et à quelle heure. C'est toujours fascinant de voir la même histoire se propager discrètement aux quatre coins du monde, nuit après nuit, à une époque où les États-Unis baignaient encore dans l'innocence de l'après-guerre. Deux ingénieurs hors du commun se rencontrèrent dans un petit cours universitaire de robotique et de conception mécanique. William Afton, un homme charismatique à l'esprit vif et au sourire qui n'atteignait jamais tout à fait ses yeux, et Henry Emily, un inventeur réservé aux yeux bruns chaleureux et à la passion insatiable pour la création. Leur amitié ne naquit pas du hasard, mais d'une vision commune, créer une vie mécanique capable d'égayer le rire des enfants. Henry était le rêveur, l'artiste, dont les mains pouvaient métamorphoser le métal en magie. William, quant à lui, était l'homme d'affaires, le visionnaire, qui savait bâtir des empires à partir de rêves. Ensemble, ils étaient invincibles, les deux faces d'une même pièce, du moins en apparence. Mais dans les moments de calme où Henry travaillait sur ses projets et où William l'observait de loin, on pouvait déjà déceler dans le regard de William une intensité qui dépassait la simple admiration, un mélange de fascination et de quelque chose de plus sombre, quelque chose qui n'avait pas encore de nom. Au milieu des années 70, alors que la société américaine émergeait lentement des ténèbres du Watergate et du choc pétrolier, les deux hommes ouvrirent leur première entreprise commune, le Fredbear's Family Diner. C'était un établissement modeste, niché dans un coin tranquille d'une petite ville de l'Utah, où l'air embaumait le pain et le pain frais, et où les rues étaient sombres et désertes la nuit. L'intérieur était simple, presque primitif selon les critères actuels. Murs de briques rouges, poutres apparentes au plafond, nappes à carreaux et le doux parfum du fromage et de la sauce tomate qui flottait dans l'air. Mais ce qui rendait cet endroit si particulier, c'étaient les deux animatroniques qu'Henry avait créés de ses propres mains. Fredbear, un ours doré au regard doux et au sourire amical, et Spring Bonnie, un lapin jaune dont les longues oreilles et l'air espiègle conquéraient le cœur des enfants. Ces machines n'étaient pas de simples robots. Ces costumes étaient de véritables merveilles d'ingénierie, équipés de la technologie révolutionnaire Springlock d'Henry, un système complexe de ressorts et de mécanismes permettant de les porter comme des costumes et de les faire fonctionner comme des animatroniques autonomes. Les costumes Springlock étaient le chef-d'œuvre d'Henry, mais aussi son premier cadeau à un avenir qu'il ne pouvait prévoir. Imaginez d'énormes
armatures métalliques parsemées de dizaines de minuscules ressorts sous tension extrême, maintenus en place par de petites manivelles. Un artiste pouvait enfiler le costume, rétracter les ressorts et ajuster le squelette métallique à son corps, de sorte que de l'extérieur, seule l'enveloppe duveteuse de Fredbear ou de Spring Bonnie était visible. C'était ingénieux, c'était novateur, mais c'était aussi mortellement dangereux. Henry avait lancé des avertissements, créé des manuels de formation et donné pour instruction à son personnel de ne jamais respirer à l'intérieur, de ne jamais transpirer excessivement et de ne jamais faire de mouvements brusques. La moindre humidité, le moindre choc pouvait déclencher les ressorts et des centaines de kilos de métal se refermaient alors avec la force d'un piège, écrasant quiconque se trouvait à l'intérieur. Mais à cette époque, de telles inquiétudes semblaient bien lointaines, presque ridicules. Les enfants adoraient Fredbear et Spring Bonnie. Leurs parents revenaient semaine après semaine, et l'entreprise prospérait au-delà des prévisions les plus ambitieuses de Williams. Parallèlement, la vie personnelle des deux fondateurs était elle aussi épanouie. Henry Emily avait épousé une femme discrète et aimante, dont le nom est à peine mentionné dans les archives. Et ensemble, ils avaient eu une fille, Charlotte Emily, affectueusement surnommée Charlie par tous. Charlie était une petite fille aux cheveux châtain foncé, attachée en queue de cheval, aux yeux verts pétillants de curiosité et au sourire rayonnant. Elle était la fierté et la joie d'Henry, son unique enfant, et il l'aimait d'un amour si intense qu'il s'étonnait parfois lui-même. Mais Henry était aussi un homme absorbé par son travail, passant des heures et des heures dans son atelier à concevoir de nouveaux mécanismes, à bricoler des circuits et à rêver de créer des machines encore plus complexes, encore plus réalistes. Souvent, Charlie ne voyait son père que de loin, jouant près de son établi tandis qu'il travaillait, dos à elle, plongé dans ses plans et ses calculs. William Afton, quant à lui, avait fondé sa propre famille, une famille qui semblait parfaite au premier abord, mais dont les failles se faisaient déjà sentir. Il avait une épouse dont le nom est omis de la plupart des documents, sans doute à juste titre, et 3 enfants. Michael, l'aîné, un garçon rebelle à l'humour macabre. Elisabeth, une petite fille rousse à la curiosité insatiable pour les machines de son père. Et le Benjamin, dont le véritable nom n'a jamais été confirmé, mais que les fans surnomment affectueusement l'enfant qui pleure. Un garçon sensible et anxieux, sujet à des cauchemars et terrifié par les animatroniques que son père Henry était en train de créer. Les deux familles passaient beaucoup de temps ensemble durant ces premières années. Des pique-niques d'été au parc où les enfants jouaient dans l'herbe pendant qu'Henry et William discutaient de l'avenir de leur entreprise. Des fêtes d'anniversaire chez Fredbear's Diner, où Charlie et Elisabeth riaient ensemble et où Michael taquinait son petit frère en l'effrayant avec des masques de Fredbear. Des soirées tranquilles où les adultes buvaient du vin et discutaient des projets d'expansion, tandis que les enfants jouaient dans l'arrière-boutique, entourés des corps inanimés des animatroniques, qui, dans l'obscurité, ressemblaient à des géants endormis. Mais sous cette façade de normalité, quelque chose commençait à changer. William devenait de plus en plus renfermé, obsessionnel. Il passait de plus en plus de temps seul dans son atelier, aménagé au sous-sol
intelligence artificielle allant au-delà des simples mouvements programmés, des moyens de transférer la conscience dans des machines, d'étranges théories sur ce qu'il appelait vestiges dans ses notes privées, une sorte d'essence mystique que l'on pourrait extraire des émotions et des traumatismes humains. Jen, la sœur d'Henry, une femme perspicace qui venait lui rendre visite de temps à autre, remarqua ce changement et avertit son frère à plusieurs reprises. Elle voyait dans le regard de William une sorte de vide derrière le charme, un manque d'empathie qui la troublait profondément. Mais Henry, toujours optimiste, toujours fidèle à son meilleur ami, balayait ses inquiétudes d'un revers de main. Puis vint cette nuit qui changea tout, une nuit pluvieuse de 1983, où l'innocence se brisa définitivement. C'était une fête d'anniversaire, comme les autres, chez Fredbear's Diner. Un anniversaire d'enfant, des ballons colorés et le doux parfum du gâteau au chocolat. Charlie et Millie, alors âgés d'environ 5 ans, jouaient à l'intérieur avec les autres enfants, leur rire emplissant la pièce comme une douce musique. Mais à la fin de la fête, alors que les parents venaient chercher leurs enfants, un événement terrible se produisit. Un groupe d'enfants plus âgés, cruels comme seuls les enfants savent l'être, enfermèrent Charlie dehors, verrouillant la porte de l'intérieur et riant aux éclats, tandis que la petite fille frappait et pleurait sous la pluie battante. La marionnette de sécurité, une machine qu'Henry avait spécialement conçue pour réagir au bracelet de sécurité verte de Charlie et le protéger, était coincée sous une boîte cadeau. Elle se débattait désespérément pour se libérer, mais ses mouvements étaient trop lents. Dehors, dans l'obscurité de la ruelle pluvieuse, une silhouette apparut, une voiture violette qui s'arrêta lentement à côté de Charlie. La portière s'ouvrit et un homme en sortit. C'était William Afton. Ce qui s'est passé exactement à ce moment-là reste un mystère. Mais lorsque la marionnette de sécurité parvint enfin à se libérer et à se précipiter dehors, elle ne trouva que le corps sans vie de Charlie, affalé sous la pluie, la marionnette endommagée, ses mécanismes rendus inopérants par l'eau, rampa jusqu'à elle et enlaça l'enfant morte dans un ultime geste de protection. Et à cet instant, dans cette union de métal et de chair, tout a basculé, et avec son âme disparue, un phénomène inexplicable se produisit. L'esprit de Charlie se lia à la machine, ne faisant plus qu'un avec la marionnette, animé par son dernier souhait de protéger les autres enfants, d'épargner à d'autres le sort qui l'avait frappé. Henry et Millie s'effondra dans les jours qui suivirent l'annonce de la nouvelle par la police. Sa femme le quitta peu après, emmenant peut-être avec elle Sammy, le frère jumeau de Charlie. Bien que les archives divergent sur ce point, Henry se retrouva seul avec son chagrin, sa culpabilité et une marionnette ayant appartenu à sa fille, sur laquelle il pleura pendant des mois, jusqu'à ce que l'animal en peluche soit imbibé de ses larmes et de son sang. William, quant à lui, ne manifesta aucune réaction apparente à la mort de Charlie. Il présenta à son associé des condoléances vides de sens, proposa de gérer l'entreprise seul temporairement pendant le deuil d'Henry et continua de travailler sur ses projets au sous-sol. Mais dans ses journaux intimes, qui seraient découverts plus tard, on trouvait des pages et des pages consacrées à Henry, des passages oscillant entre adoration et jalousie, témoignant de son obsession grandissante pour l'immortalité, pour l'idée de vaincre la
commençait à prendre forme, alimenté par une obsession sans limite. Plongeons plus profondément dans ces ténèbres, tandis que le temps s'écoule lentement et que nous approchons de l'année 1983, une année qui restera à jamais gravée dans les recoins les plus sombres de cette histoire. Après la mort de Charlie, quelque chose de sinistre s'était enraciné dans la maison des Afton, une sorte de maladie invisible qui s'insinuait à travers les murs, emplissant chaque pièce d'une atmosphère lourde et suffocante. La maison, jadis emplie des rires et des jeux d'enfants, était désormais un havre de silence, seulement troublé par les éclats occasionnels du rire cruel de Michael ou les sanglots étouffés du Benjamin, recroquevillé dans sa chambre, entouré de peluches qui ne parvenaient plus à le réconforter. William Afton s'était encore plus plongé dans son travail, passant des nuits entières dans son atelier au sous-sol, où la lueur vacillante des chalumeaux filtrait à travers les interstices de la porte, projetant d'étranges ombres au plafond. Sa femme, dont le nom avait presque entièrement disparu des archives, était partie ou avait disparu dans des circonstances mystérieuses. Plus personne ne parlait d'elle, comme si elle n'avait jamais existé. La dynamique psychologique au sein de la famille Afton était empreinte d'une toxicité presque palpable. Michael, l'aîné, était devenu un garçon qui canalisait son propre tourment intérieur en tourmentant son jeune frère. Peut-être était-ce sa façon de gérer l'absence de sa mère, ou peut-être la négligence de son père, qui adressait à peine la parole à ses enfants, se contentant de marmonner des projets importants et des découvertes majeures. Michael s'était lié d'amitié avec d'autres adolescents, tout aussi perdus et cruels que lui, des garçons qui portaient les masques des animatroniques, Freddy, Bonnie, Chica, Foxy, et les utilisaient pour terroriser le plus jeune des enfants Afton, l'enfant qui pleure, comme l'appelaient ses fans, un garçon de 6 ou 7 ans, vivait dans une terreur constante. Ses journées étaient remplies de cauchemars qui s'insinuaient dans sa réalité. Il voyait les animatroniques partout, dans l'ombre de sa chambre, derrière les portes, sous son lit. La nuit, il se réveillait en hurlant, ses draps trempés de sueur, appelant un père qui ne venait jamais, une mère qui avait disparu depuis longtemps. Il y avait une peluche Fredbear que le garçon emportait partout, un petit animal en peluche dorée, aux yeux de boutons noirs, qui était devenu son seul compagnon. Mais même cette peluche semblait revêtir une aura étrange la nuit. Parfois, dans les visions fiévreuses de l'enfant à demi éveillé, la peluche lui murmurait d'une voix pas tout à fait amicale. « Je suis là avec toi », sur un ton à la fois réconfortant et menaçant. Certains théoriciens ont plus tard émis l'hypothèse que William avait intégré une caméra et un microphone à la peluche pour surveiller son fils à distance pendant qu'il travaillait dans son laboratoire, une forme supplémentaire de contrôle et de négligence. Elisabeth, la sœur cadette, se déplaçait dans la maison comme un fantôme. Depuis, les machines de son père la fascinaient, surtout une nouvelle création dont William parlait dans des notes codées, un animatronique nommé Circus Baby, qu'il construisait dans un bâtiment séparé, à l'abri des regards indiscrets. Mais tout cela viendrait plus tard. Pour l'instant, les forces obscures s'acharnaient sur le plus jeune fils, l'enfant qui pleure, dont l'anniversaire approchait comme un mauvais présage. William, dans un rare élan de responsabilité,
à l'effigie de personnages de dessins animés, et le doux parfum du gâteau au chocolat qui s'échappait de la cuisine. Sur scène se tenaient Fredbear et Spring Bonnie, leur corps mécanique s'animant d'une mélodie joyeuse, leurs yeux vitreux reflétant la lumière vacillante des lampes au plafond. Mais pour l'enfant en pleurs, ce n'était pas un lieu de joie, mais un lieu de terreur absolue. Il serrait contre lui sa peluche Fredbear, les yeux écarquillés de peur, tandis qu'autour de lui, des enfants riaient et jouaient, totalement inconscients de la terreur qui grondait dans sa petite poitrine. Michael et ses amis avaient enfilé leur masque, le masque de Freddy, le masque de Bonnie, le masque de Chica, le masque de Foxy, et ils s'approchèrent de leur victime avec la démarche lente et délibérée de prédateurs tournant autour de leur proie. « Regarde-moi ce petit pleurnichard » dit l'un des amis de Michael, la voix étouffée par le masque, en riant. Il a tellement peur des animatroniques. On devrait peut-être l'aider à surmonter sa peur. Michael, poussé par un mélange de cruauté, de stupidité juvénile et peut-être d'un désir inconscient d'attirer l'attention de son père absent, acquiesça. Oui, je crois que le petit veut faire un gros bisou à Fredbear, dit-il d'une voix qui semblait enjouée, mais qui dissimulait une pointe de malice. L'enfant en pleurs se mit à hurler, à supplier, la voix brisée par la panique. « Non, s'il vous plaît, je ne veux pas, s'il vous plaît, ne faites pas ça. » Mais ces mots se perdirent dans les rires de la foule et la musique joyeuse qui continuait de résonner des haut-parleurs. Les 4 garçons soulevèrent le petit corps de l'enfant, ses jambes se débattant désespérément dans le vide, ses mains agrippant le vide, et le portèrent jusqu'à la scène où se tenait Fredbear, ses mâchoires mécaniques légèrement ouvertes dans un sourire éternel et amical. Les secondes semblèrent s'étirer, le temps devenant une substance épaisse et visqueuse qui s'écoulait à peine. L'enfant en pleurs pleurait à chaudes larmes, le visage rouge et inondé de larmes, les yeux fixés sur les orbites sombres du masque de Fredbear, où les yeux mécaniques le fixaient avec un vide pire que toute haine. Puis, dans un moment qui serait à jamais connu dans l'histoire sous le nom de la morsure de 83, les garçons enfoncèrent la tête de l'enfant dans la bouche de Fredbear. Pendant un bref instant d'horreur, tout tint en suspens. On entendait le faible bourdonnement des vérins hydrauliques, le cliquetis des engrenages, le cri étouffé du garçon, masqué par le métal et la fourrure. Puis, par un terrible accident ou un dysfonctionnement des vieux mécanismes à ressort, déclenchés par l'humidité des larmes et de la salive, les mâchoires de Fredbear se refermèrent brusquement. Le bruit ne fut pas un craquement sonore, mais un bruit sourd et grinçant, comme des branches qui craquent sous la neige, suivi d'un silence soudain et absolu. Les rires s'éteignirent. La musique continua, une mélodie joyeuse qui semblait désormais obscènement déplacée. Le corps de l'enfant qui pleure s'affaissa, inerte, dans les bras des adolescents horrifiés, tandis qu'un mince filet d'une substance sombre coulait de la bouche de Fredbear et éclaboussait le sol de la scène. Des cris éclatèrent. Les adultes se précipitèrent. Michael et ses amis lâchèrent le corps et reculèrent, le visage dissimulé derrière des masques. Mais leur langage corporel trahissait un choc profond. Le garçon fut transporté d'urgence à l'hôpital
sa respiration superficielle. Sa tête était bandée, son visage si pâle qu'il paraissait presque translucide sur les oreillers blancs. Les médecins parlaient à voix basse de lésions crâniennes massives, de activité cérébrale minimale, et disaient « ce n'est qu'une question de temps ». William Afton était assis au chevet de son fils, mais pas comme un père en deuil. Ses yeux étaient grands ouverts, mais il ne voyait pas vraiment l'enfant mourant devant lui, mais autre chose, quelque chose dans son esprit, une idée qui prenait forme. Ses lèvres bougeaient, murmurant des mots que lui seul pouvait comprendre. « Je te reconstituerai, je trouverai un moyen. La mort n'est pas la fin, ce n'est qu'une transition. » La nuit, quand les infirmières faisaient leur ronde et que les couloirs étaient déserts, William s'asseyait et prenait des notes dans un journal relié cuir, remplissant page après page de croquis de pièces mécaniques, de formules chimiques, de théories sur ce qu'il appelait vestiges. Une substance, une essence, capable de franchir la frontière entre la vie et la mort. Peut-être William l'avait-il déjà vu avec Charlie, comment son âme s'était liée à la marionnette au moment de sa mort. Peut-être, dans les semaines qui suivirent, avait-il secrètement mené des expériences, analysé des morceaux de la marionnette endommagée, tenté de comprendre ce qui s'était passé. Le remnant, théorisait-il dans ses notes fiévreuses, était une sorte de manifestation métallique de l'âme et des émotions humaines, quelque chose qui surgit lorsque l'énergie traumatique rencontre le métal, surtout lorsque celui-ci est chauffé ou fondu. C'était la réponse à tout, pensait-il, la solution à la mortalité, la clé de la véritable immortalité. S'il parvenait à rassembler suffisamment de remnants, s'il comprenait comment l'extraire, comment le contrôler, alors il pourrait non seulement ramener son fils à la vie, mais aussi devenir éternel, invulnérable à la mort qu'il redoutait tant. L'enfant en pleurs mourut après 6 jours de coma. Les moniteurs cardiaques émettaient un long bip continu qui résonnait dans la chambre stérile. William restait immobile, regardant la vie quitter son fils, mais il n'y avait aucune douleur dans ses yeux, seulement une sorte de fascination froide et scientifique. Certains ont émis l'hypothèse que les animatroniques cauchemardesques, ces versions horribles et déformées des personnages originaux, aux dents acérées et au corps mutilé qui apparaissaient dans les rêves de l'enfant en pleurs, étaient peut-être plus que de simples visions fiévreuses. Peut-être étaient-elles une fenêtre ouverte sur quelque chose de plus sombre, un aperçu de la véritable nature des machines que William avait commencé à créer, ou peut-être étaient-elles les dernières projections désespérées d'un esprit mourant tentant de modeler sa terreur sous des formes compréhensibles.
vie publique. Ses projets pour l'avenir de l'entreprise réduisent à néant. William, quant à lui, y vit une opportunité. L'influence d'Henry affaiblie et le restaurant d'origine fermé, il pouvait accélérer son expansion, créant une nouvelle marque qui se démarquerait de la tragédie passée. C'est ainsi que naquit Freddy Fazbear's Pizza, un nouvel établissement plus grand avec 4 nouveaux personnages principaux. Freddy Fazbear lui-même, un ours brun coiffé d'un haut de forme et portant un nœud papillon. Bonnie, un lapin violet avec une guitare. Chica, une poule jaune avec un cupcake. Et Foxy, un renard pirate roux avec un cache-œil. Ces nouveaux animatroniques n'étaient pas équipés de la dangereuse technologie de verrouillage à ressort, mais de mécanismes plus modernes et plus sûrs. William les présenta au public comme des leçons apprises, signe que l'entreprise avait reconnu ses erreurs. Mais dans son laboratoire privé, profondément enfoui sous sa maison, ou peut-être dans une annexe secrète de Circus Baby's Entertainment and Rental, William poursuivait ses expériences sur les vestiges, collectant des échantillons, menant des tests et devenant de plus en plus obsédé par l'idée que la mort n'était qu'un obstacle surmontable grâce à suffisamment de connaissances et de matières premières. Les années entre 1985 et 1900, l'année 85, marqua la descente aux enfers de William Afton, un abîme sans retour. L'homme qui avait jadis ouvert une pizzeria avec Henry Emily n'était plus qu'un souvenir, une obsession qui avait étouffé toute impulsion humaine. Après la mort de son plus jeune fils, William n'avait pas renoncé à ses expériences. Au contraire, il les avait intensifiées, animé par la conviction délirante que le Remnant était la clé de tout, de l'immortalité, du contrôle, du pouvoir sur la mort elle-même. Mais le Remnant, avait-il découvert lors de ses nuits fiévreuses au laboratoire, ne pouvait être simplement synthétisé ou extrait de matières inanimées. Il exigeait quelque chose de spécifique, de terrible. Un traumatisme, une douleur. Cet instant entre la vie et la mort, où une âme s'accroche désespérément au monde physique. Et il était d'autant plus efficace, comme le révélaient ses notes macabres, lorsque le traumatisme était infligé à un enfant, lorsque l'innocence se muait en terreur, lorsque de petits corps mouraient prisonniers du métal. Après la fermeture de l'ancien établissement, Freddy Fazbear's Pizza avait rouvert ses portes dans un local plus spacieux, dans le but de sauver la marque et de regagner la confiance du public. Cette nouvelle pizzeria, qui deviendrait plus tard le décor de Five Nights at Freddy's 2, était une véritable prouesse technologique pour l'époque. Les investisseurs, convaincus par le charisme de William, avaient investi des millions dans le développement de nouveaux animatroniques, les fameux Toy Animatronics. Toy Freddy, un Freddy plus rondouillard et enfantin, aux yeux brillants et aux joues roses. Toy Bonnie, un lapin bleu pâle aux longs cils et tenant une guitare. Toy Chica, un poussin jaune au design encore plus mignon. Et Mangle,
leurs endosquelettes partiellement exposés. Ces vieilles machines n'étaient pas de simples reliques du passé. Elles étaient déjà habitées, déjà imprégnées d'une force obscure, même si, à ce moment-là, personne ne comprenait toute la vérité. William Afton travaillait désormais comme technicien de sécurité et employé occasionnel chez Fazbear Entertainment, un poste qui lui permettait d'accéder à toutes les zones du restaurant sans éveiller les soupçons. La nuit, une fois le restaurant fermé et les lumières éteintes, il passait des heures à errer dans les allées désertes, à élaborer des plans, à calculer ses opportunités. Dans une pièce scellée de son laboratoire privé reposait un vieux costume de Spring Bonnie, l'un des costumes originaux à ressort du Fredbear's Family Diner, qu'il avait secrètement récupéré avant la fermeture de l'établissement. Le costume était vieux, les plumes rouillées, la fourrure jaune délavée et usée par endroits, mais il fonctionnait encore, et William savait exactement comment le porter, comment activer et désactiver les mécanismes délicats sans déclencher le piège mortel. Ce costume deviendrait son outil, son masque, la façade derrière laquelle il pourrait commettre ses actes les plus sombres. Le 26 juin 1985, par une chaude journée d'été, la pizzeria Freddy Fazbear's était bondée de familles fêtant l'anniversaire d'un petit garçon nommé Gabriel. L'air résonnait des rires d'enfants, du bourdonnement des jeux d'arcade et du doux parfum de pizza et de barbe à papa. Sur la scène principale, les toy animatronics jouaient leurs chansons programmées, leurs voix synthétiques s'harmonisant en un joyeux chœur, tandis que les enfants dansaient et applaudissaient devant eux, mais dans la pénombre des couloirs, dissimulés derrière une porte marquée « Accès personnel », se tenait une silhouette vêtue d'un costume de lapin jaune. Spring Bonnie, ou du moins ce qui y ressemblait, saluait joyeusement, sa grosse tête hochant d'un air invitant, ses gants blancs s'agitant avec malice. Les enfants qui l'aperçurent furent immédiatement intrigués. Un automate qui n'était pas sur scène, un qui interagissait avec eux. C'était excitant, nouveau, exceptionnel. Un à un, 5 enfants s'approchèrent des lapins jaunes. Personnage, Gabriel, le garçon dont c'est l'anniversaire, coiffé d'un chapeau de fête et les cheveux couverts de confettis. Jérémy, un garçon timide à lunettes qui adorait la guitare de Bonnie. Suzy, une petite fille aux boucles blondes qui parlait sans cesse de son chien. Fritz, un garçon roux aux taches de rousseur et au rire tonitruant. Et Cassidy, une enfant aux cheveux noirs et au regard perçant. Plus calme et plus réfléchi que les autres, William, dissimulé dans le costume de Spring Bonnie, sa voix déformée par le masque en un ton doux et accueillant, murmura aux enfants : « Bonjour mes petits, voulez-vous voir un secret ? Une pièce spéciale où nous avons de nouveaux jeux que personne d'autre n'a encore le droit de voir. » Les enfants, dont le jugement était encore en développement et dont la confiance envers les adultes et surtout envers les mascottes amicales restait intacte, hochèrent la tête avec enthousiasme. Un à un, il les conduisit dans la pièce sécurisée, un espace caché qui ne figurait sur aucun plan officiel, un vestige de l'époque de Fredbear's, destiné au stockage et à l'entretien des dangereuses combinaisons à ressort. La porte se referma derrière eux, et la dernière chose que les autres invités remarquèrent fut la disparition d'un petit groupe d'enfants pendant quelques minutes. Mais personne n'y prêta attention.
tué ses 5 enfants méthodiquement, efficacement, sans hésiter. Peut-être a-t-il utilisé un couteau, peut-être ses mains nues, peut-être l'un des outils mécaniques qui se trouvait dans la pièce. Les détails importent peu face au résultat. 5 petits corps sans vie, le regard vide, le sang noir sur le sol de béton froid. Mais William avait tiré les leçons de la mort de Charlie. Il savait désormais que les âmes ne disparaissaient pas simplement, pas si la mort était suffisamment traumatisante, pas s'il existait un ancrage, quelque chose de physique auquel elle pouvait s'accrocher. Alors, il cacha les corps, les fourrant dans les vieux costumes d'animatronique entreposés dans la salle sécurisée. Gabriel fut glissé dans Freddy Fazbear, son corps replié dans la cage thoracique de l'ours brun. Jérémy dans Bonnie, le lapin violet. Suzy dans Chica, la poule jaune. Fritz dans Foxy, le renard roux. Et Cassidy, le 5e enfant, fut fourré dans un vieux costume jauni de Fredbear, un prototype ou une pièce de rechange qui deviendrait plus tard Golden Freddy. Les corps mécaniques engloutirent les restes humains, le métal emprisonnant la chair, et les machines, conçues comme de simples amuseurs, devinrent des cercueils. La fête continua. Personne ne remarqua d'abord la disparition des enfants, dans le chaos et le bruit. Ce n'est que lorsque les parents commencèrent à chercher leurs enfants, lorsque des noms furent appelés et qu'aucune réponse ne vint, lorsque la panique se propagea comme une traînée de poudre, qu'il devint clair qu'un drame s'était produit. La police arriva, les témoins furent interrogés, le restaurant fouillé, mais la pièce sécurisée, non indiquée sur les plans, ne fut jamais trouvée. William Afton, qui avait depuis longtemps quitté son costume pour reprendre son rôle d'employé consciencieux, participa même aux recherches, le front plissé d'une inquiétude feinte, les mains tremblantes d'une peur simulée. Mais un événement extraordinaire se produisit les nuits suivant les meurtres. Un événement que même William n'avait pas pleinement anticipé. Charlie Emily, dont l'âme était toujours liée à la marionnette, était devenue bien plus qu'un simple esprit prisonnier au fil des années. Elle avait développé une conscience, une mission, mue par le désir profond et instinctif de protéger les autres enfants, d'empêcher la douleur qu'elle avait elle-même subie, alors que les âmes des 5 enfants assassinés commençaient à errer dans le restaurant, désorientées, perdues, emplies de rage et de confusion. C'est Charlie qui vint à elle, dans un processus qui serait plus tard illustré dans un mini-jeu intitulé « Offrir des cadeaux, donner la vie ». La marionnette accomplit un acte extraordinaire. Elle lia les âmes des enfants aux animatroniques qui abritaient leur corps, les machines, qui n'étaient auparavant que métal et circuits inertes, commencèrent à se transformer. Leurs yeux, auparavant sombres, se mirent à briller dans l'obscurité. Leurs mouvements, autrefois mécaniques et programmés, devinrent plus fluides, plus imprévisibles. Les animatroniques étaient désormais plus que de simples machines. Ils étaient les réceptacles d'âmes tourmentées, d'enfants réclamant justice, assoiffés de vengeance contre l'homme qui leur avait volé la vie. Parallèlement à ces événements, dans un autre lieu que William dirigeait discrètement, une autre tragédie se déroulait. Circus Baby's Pizza World était le projet personnel de William Afton, un centre expérimental officiellement enregistré comme filiale de Fazbear Entertainment
C'étaient des instruments de précision, conçus avec des mécanismes cachés, des cavités corporelles pouvant ranger des enfants, des pinces et des fermoirs dissimulés sous de gentilles façades. Circus Baby elle-même était le chef-d'œuvre de William, une élégante figure de clown blanche et rouge aux yeux verts, aux cheveux orange tressés et à la voix douce et mélodieuse. William l'aurait créée à l'image de sa fille Elizabeth, ou du moins telle qu'elle la souhaitait. Elizabeth Afton, alors âgée de 6 ou 7 ans environ, était obsédée par Circus Baby, impatiente de la voir, et demandait chaque jour à son père si elle pouvait aller à l'inauguration. William, dans un rare moment de sollicitude paternelle, ou peut-être simplement de prudence, la mettait en garde à plusieurs reprises. Ne t'approche pas d'elle, n'y va pas seule, elle est dangereuse. Mais les enfants n'obéissent pas toujours, surtout lorsqu'ils se sentent délaissés, lorsque la curiosité l'emporte sur la peur. Le jour de la projection privée de Circus Baby's Pizza World, où un petit groupe d'enfants avait été invité à tester les animatroniques, Elizabeth s'est glissée à l'intérieur, attendant un moment où son père aurait le dos tourné. La pièce était petite, remplie de ballons et de tables colorées, et une musique s'échappait de haut-parleurs invisibles. Circus Baby se tenait sur une petite scène, chantant une chanson joyeuse, son corps mécanique se mouvant avec grâce. Elizabeth, fascinée, observait les autres enfants aller et venir. Baby servir des glaces de sa main, gonfler des ballons du bout des doigts. Soudain, un événement étrange se produisit. Les autres enfants furent appelés, 4, puis 3, puis 2, puis 1. Elizabeth se retrouva seule avec Circus Baby. Et à cet instant précis, en l'absence de tout autre témoin, la programmation cachée de Baby s'activa. Son doux visage demeura intact, le sourire, la voix tendre. Mais de son ventre s'ouvrit un compartiment, une pince mécanique, brillante et précise, qui jaillit et attrapa Elizabeth. La petite fille n'eut pas le temps de crier, ou si elle l'avait fait, son cri fut couvert par la musique et le retour soudain des autres enfants, qui ne virent que Baby continuer à danser, innocente, parfaite. Elizabeth fut aspirée dans le réservoir de stockage à l'intérieur du torse de Baby, son petit corps comprimé dans l'étroit espace métallique. On ignore si elle mourut sur le coup, lentement asphyxiée ou hémorragiquement, mais le résultat fut le même. Son esprit, empli de confusion et de douleur, resta lié à la machine qui l'avait tuée. William, lorsqu'il découvrit plus tard le dysfonctionnement, ne montra aucune peine, seulement une froide curiosité scientifique. Il ferma immédiatement Circus Baby's Pizza World, non par remords, mais pour éviter d'attirer l'attention et avoir le temps d'étudier la situation. Les autres animatroniques Funtime furent transférés dans un entrepôt souterrain qui deviendrait plus tard Circus Baby's Entertainment and Rental, un lieu où William pourrait poursuivre ses expériences sur Remnant en toute tranquillité, à l'abri des regards. De retour au restaurant principal, Freddy Fazbear's Pizza, la situation s'est rapidement dégradée. Les animatroniques ont commencé à se déplacer la nuit, sans électricité ni commande. Les agents de sécurité ont rapporté des cauchemars, des rencontres avec des machines qui les fixaient de leurs yeux vides, mais étrangement compréhensifs. Les Toy Animatronics, grâce à leur système de reconnaissance faciale, ont commencé à traquer William
mais avec des lésions cérébrales permanentes, incapable de parler. Un témoignage vivant du danger que représentent ces machines. Les médias se sont emparés de l'affaire. Les gros titres étaient accablants. Nouvelle tragédie chez Freddy Fazbear's Pizza. Des enfants toujours en danger. L'entreprise incapable de garantir la sécurité. Les investisseurs ont fui. Les avocats ont menacé de poursuites. Et en quelques semaines, l'établissement a fermé ses portes. Les animatroniques miniatures ont été mis au rebut ou entreposés. Les anciens animatroniques ont été remisés dans l'obscurité. Bannis. William Afton, dont le nom était désormais lié à la disparition des enfants par la police et les détectives privés, disparut de la vie publique, se cacha et attendit que la tempête se calme. Mais les âmes qu'il avait créées, les fantômes des enfants qu'il avait assassinés, attendaient eux aussi, prisonniers du métal, animés d'une soif inextinguible de vengeance, de paix, de tout ce qui pourrait mettre fin à la douleur qui les rongeait. Les années passèrent comme des ombres, et nous arrivons au moment où tout s'effondrera, où l'empire de mensonges, de meurtres et de sciences perverses, soigneusement bâti par William Afton, s'écroulera enfin. C'était en 1993, près de 8 ans après la fermeture du dernier grand restaurant Freddy Fazbear's Pizza. Et la pizzeria d'origine, la première après Fredbear's Diner, se dressait désormais déserte, vestige délabré d'une époque que personne ne souhaitait revoir. L'immeuble était devenu une légende urbaine, un lieu où les adolescents racontaient des histoires de fantômes. Une bâtisse de briques délabrées, aux fenêtres brisées et aux portes rouillées, cernées par de hautes herbes et des murs couverts de graffitis. Les animatroniques n'avaient jamais été retirés. Ils trônaient encore sur leurs estrades, ou gisaient démontés dans les arrière-salles, oubliés, négligés, mais pas vraiment morts. Et William Afton, l'homme qui se cachait depuis des années, vivant sous différentes identités, changeant de ville en ville, tandis que la police le traquait sans relâche, ressentit une envie irrésistible de revenir. Les raisons de son retour étaient complexes, un mélange de paranoïa, de désespoir et d'une arrogance profondément ancrée. L'enquête n'était jamais vraiment terminée. Les enquêteurs chargés des affaires non résolues continuaient de fouiller dans les vieux dossiers. Des témoins étaient interrogés à nouveau et de nouvelles technologies médico-légales menaçaient de mettre au jour des preuves restées jusque-là cachées. William savait que la pièce sécurisée, cet espace caché qui ne figurait sur aucune carte officielle, existait toujours et qu'à l'intérieur gisaient les corps dont il ne s'était jamais débarrassé correctement, prisonniers des costumes animatroniques en décomposition. Si quelqu'un découvrait cette pièce, si le mur s'écroulait, tout serait fini. Mais il y avait une autre raison, une raison que William s'avouait à peine. Les âmes des enfants avaient commencé à le hanter, non seulement au sens figuré, mais au sens propre, dans ses rêves, dans l'ombre de ses chambres, dans les reflets des fenêtres. Il voyait leur visage, entendait leur voix, sentait leur présence comme des doigts froids qui s'adressaient à lui. Peut-être, dans sa folie, croyait-il pouvoir les libérer. Que détruire les animatroniques rachèterait leurs âmes. Ou peut-être voulait-il simplement rompre le dernier lien entre lui et ses crimes. Alors il revint, tard dans la nuit, par une nuit pluvieuse,
saisit par une porte dérobée, dont la serrure était rouillée depuis longtemps, et pénétra dans les couloirs familiers de ses anciens terrains de chasse. L'air était saturé de poussière et de moisissure. Une odeur de décomposition imprégnait chaque pièce. Les bornes d'arcade restaient muettes, leurs écrans éteints, leurs joysticks cassés. Tables et chaises gisaient renversées, assiettes en carton et cartes d'anniversaire jaunies jonchant le sol, vestiges de fête d'il y a 10 ans. Et là, sur la scène principale, ils se tenaient. Freddy, Bonnie, Chica, Foxy, leurs corps abîmés mais encore reconnaissables, leurs yeux vides mais étrangement vigilants. William n'hésita pas. Il avait apporté ses outils, de grosses clés, des barres de fer, une lampe torche dont le faisceau perçait l'obscurité. Il commença par Freddy, arrachant la tête de l'ours d'un coup sec et brutal qui fit retentir un crissement métallique dans les couloirs. L'endosquelette en dessous était visible, corrodé, mais encore structurellement intact. Il travailla méthodiquement, démontant les membres, arrachant les fils, brisant les servomoteurs à coups répétés. Des étincelles jaillissaient dans l'obscurité comme de minuscules étoiles, s'éteignant aussitôt au contact du sol. Ce fut ensuite le tour de Bonnie, la lapine violette, le visage déjà partiellement arraché, son endosquelette visible à travers les fissures de sa fourrure. William sectionna les connexions, jetant les morceaux dans un coin où ils s'écrasèrent avec un bruit sourd. Chica, la poule jaune, fut détruite avec la même efficacité. Son compagnon Cupcake écrasé sous la botte de William. Foxy, le renard de Pirate Cove, dont le rideau était depuis longtemps en ruine, fut le dernier à être abattu, sa main en forme de crochet arrachée, son endosquelette réduit en miettes. À chaque animatronique démantelé, William ressentait une étrange euphorie, une sensation de contrôle, de puissance, comme si, par cette destruction, il pouvait effacer son passé. Il rit dans l'obscurité, un rire aigu et nerveux qui résonna dans les pièces vides. « Vous n'êtes que des machines, » murmura-t-il au débris. « Juste du métal et des fils. Vous n'avez aucun pouvoir sur moi. » Mais il se trompait, terriblement, fondamentalement. Car lorsque le dernier animatronique fut détruit, lorsque les morceaux jonchèrent le sol comme les vestiges d'une bataille, quelque chose se produisit que William n'avait pas anticipé. Les âmes, désormais libérées de leur prison métallique, se manifestèrent. Au début, ce n'étaient que des ombres, des mouvements à la limite de sa vision, des silhouettes qui disparaissaient lorsqu'il les regardait directement. Puis, elles devinrent plus nettes, plus tangibles. 5 petites silhouettes émergeant des ténèbres. Leurs visages étaient flous, seulement des contours d'enfants. Mais leur présence était écrasante. Une vague d'énergie froide qui rendait l'air lourd et pesant. Ils s'avancèrent vers lui, lentement, inexorablement. Leurs petites mains tendues, non pas en suppliant, mais en accusateur. William recula, le souffle court et paniqué. « Non, non, vous ne comprenez pas. Je vous ai libéré. Vous êtes libre maintenant, » balbutia-t-il. Mais les fantômes ne l'écoutaient pas. Ou s'ils l'écoutaient, ils n'en avaient cure. Ils ne voulaient pas de liberté. Ils voulaient justice. Ils voulaient qu'il paie pour ses actes. William courut, trébuchant sur des débris, parcourant des couloirs qu'il connaissait autrefois si bien, mais qui lui semblaient désormais un labyrinthe. Les fantômes le suivaient, leurs mouvements anormaux, comme s'ils ne couraient pas
insistant. Sa lampe torche lui échappa des mains tremblantes, roulant sur le sol et projetant des ombres tourbillonnantes sur les murs. Il atteignit enfin la salle sécurisée, cet espace caché qu'il connaissait si bien, où étaient conservées les vieilles combinaisons à ressort. La porte était à demi dissimulée derrière des affiches délavées. Il l'ouvrit d'un coup sec, se jeta à l'intérieur et la referma violemment. Un instant, dans l'obscurité totale de la pièce, il se permit de croire qu'il avait échappé au pire. Mais les fantômes traversèrent le mur, traversèrent la porte, leurs formes éthérées affranchies de toute barrière physique. William regarda autour de lui frénétiquement, et son regard se posa sur le vieux costume de Spring Bonnie, qui se trouvait dans un coin à moitié plié. Sa fourrure jaune avait viré à un vert olive sale. Ses yeux étaient vides, son sourire figé. Une idée germa dans son esprit paniqué, fruit de souvenirs et de désespoir. Les enfants avaient toujours eu peur du lapin jaune, de Spring Bonnie, du costume qu'il portait lorsqu'il les avait tués. Peut-être aurait-il peur à nouveau. Peut-être la vue du costume les ferait-elle reculer. Les mains tremblantes, William commença à enfiler le costume, enfilant les lourds membres rouillés par-dessus ses bras et ses jambes, et enfonçant sa tête dans la grande carapace creuse en forme de lapin. Les verrous à ressort étaient vieux, leur mécanisme rongé par des années de négligence et d'humidité. Il les entendait, un léger cliquetis et craquement, tandis que les ressorts vibraient sous le poids et les mouvements de son corps, d'en haut à travers les fissures du plafond qui s'effritaient. L'eau de pluie ruisselait, de petites gouttes qui résonnaient dans le silence comme des coups de tambour. L'une d'elles atterrit sur l'épaule de William, s'infiltrant à travers la fourrure du costume et atteignant les mécanismes exposés. William rit, un rire désespéré et triomphant, enfila complètement le costume et se tourna vers les fantômes. « Vous voyez » cria-t-il, la voix étouffée par le masque. « Vous avez encore peur, n'est-ce pas? Vous vous souvenez de lui, le lapin jaune, qui vous a emmené. Eh bien, maintenant, c'est moi, et vous ne pouvez pas me faire de mal. » Mais les fantômes s'immobilisèrent. Ils restèrent là, à le fixer de leur visage ténébreux, et pendant un instant terrifiant, un silence absolu régna. Puis, le premier cliquetis retentit. C'était silencieux, presque inaudible, mais William l'entendit, le sentit. Un léger tressaillement dans l'épaule de la combinaison. Son rire s'éteignit. D'autres gouttes d'eau tombèrent du plafond, atterrirent sur la combinaison et s'infiltrèrent dans les mécanismes. Clic, clic, clic. Les verrous à ressort commencèrent à céder, un à un, leurs ressorts rouillés se desserrant sous la pression combinée de l'humidité et des mouvements. William essaya de rester immobile, de ne pas bouger, mais la panique l'avait déjà saisi. Il tremblait, sa respiration rapide et haletante, ce qui ne faisait qu'attirer davantage d'humidité dans la combinaison. Et puis, en un instant terrible, tous les verrous cédèrent simultanément. L'endosquelette de la combinaison, soigneusement assemblé, le masque, plié pour laisser la place à un humain, reprit brusquement sa forme initiale. Tiges métalliques, ressorts, engrenages, arêtes vives. Tout se contracta sous la force de décennies d'écrasement. Le cri de William fut bref, étouffé par le métal qui lui trancha la gorge. Des tiges lui transpercèrent la poitrine, le ventre,
grillages se refermèrent sur ses doigts, ses orteils réduisant ses os en poudre. Son crâne était plaqué contre l'intérieur du masque, ses yeux exorbités, sa bouche remplie de sang qui dégoulinait par les trous du masque, formant des flaques sombres sur le sol. Mais il ne mourut pas sur le coup. Oh non, la mort ne viendrait pas, ni vite, ni avec miséricorde. William resta suspendu là, transpercé par des dizaines d'éclats de métal. Chaque respiration une agonie, chaque battement de cœur pompant davantage de sang dans la combinaison, qui semblait l'absorber comme une éponge. Son esprit s'emballait, oscillant entre douleur et horreur incrédule. Il ne pouvait plus bouger les doigts, ne sentait plus son corps qu'une immense masse de brûlure. Et puis, au moment où les ténèbres allaient l'engloutir, un événement extraordinaire se produisit, le rémanent en lui, celui qu'il s'était injecté au fil des années lors de ses expériences désespérées, le rémanent imprégné dans le métal de l'armure, après toutes ces années où elle avait abrité des âmes, commença à réagir. Il lia l'âme de William au métal, fusionnant sa conscience avec l'armure dans un processus qui n'était ni la vie ni la mort, mais quelque chose entre les deux, quelque chose d'horrible. Il ne pouvait pas mourir, mais il ne pouvait pas vivre non plus. Il était piégé, son corps mutilé fusionné avec les mécanismes qui l'avaient tué, son esprit lié à l'armure de Spring Bonnie pour l'éternité. Springtrap était né. Les esprits des enfants étaient toujours là. Observant William cesser lentement de trembler. Son corps s'affaissait. La vie le quittait, mais pas complètement. Puis, un à un, ils commencèrent à disparaître, leur tâche accomplie, leur vengeance assouvie, ou du moins autant qu'elle le pouvait à cet instant. Le silence retomba dans la salle sécurisée, seulement troublé par le souffle humide et sporadique du costume de Springtrap, preuve qu'une présence subsistait. Plus tard, peut-être des jours ou des semaines après, quelqu'un, probablement Henry Emily, sans doute informé du retour de William par la police ou des détectives privés, découvrit la salle sécurisée. Ce qu'il y vit, des pièces animatroniques endommagées partout, le costume de Springtrap immobile dans un coin, d'où suintaient des taches sombres, le convainquit que cet endroit devait être scellé à jamais. Il fit murer la porte, remplir l'entrée de béton, effaçant toute trace de la pièce, tous les plans et tous les documents. Et là, dans les ténèbres absolues, emprisonné dans un tombeau de béton et de péchés oubliés, William Afton, ou ce qu'il en restait, demeura pendant les 30 années suivantes, piégé à Springtrap, ni mort ni vivant, se décomposant lentement sans jamais vraiment disparaître dans l'attente. Tournons maintenant notre attention vers une autre âme, accablée par une culpabilité si lourde qu'elle avait façonné toute une vie. Michael Afton, le fils aîné de William, avait passé les années qui avaient suivi la morsure de 83 dans un état de remords perpétuel, l'ombre errante d'un homme dont le péché d'enfance lui collait à la peau. Il se souvenait de tout, les rires de ses amis, le masque qu'il portait, les cris paniqués de son petit frère, la sensation de leur petit corps tremblant dans ses mains lorsqu'il le portait chez Fredbear, puis le son, ce bruit terrible, ce craquement suivi du silence. Il avait essayé de vivre, d'aller de l'avant, avait enchaîné les petits boulots, déménagé de ville en ville, mais le souvenir le hantait comme un fantôme, apparaissant dans ses rêves, dans ses reflets, dans
visages d'enfants inconnus qui lui rappelaient son frère. Sa mère avait disparu, son père s'était réfugié dans le travail et la folie grandissante. Sa sœur Elisabeth était décédée et Michael se retrouvait seul, rongé par la culpabilité d'avoir été la cause de l'effondrement de sa famille. Puis, au début des années 2000, un message lui parvint. Ce n'était pas un message direct de son père, avec qui il n'avait plus parlé depuis des années, mais plutôt une sorte de message codé, une offre d'emploi d'une société nommée Circus Babies Entertainment and Rental, signée d'initiales que Michael reconnut immédiatement. Le message était énigmatique, mais son implication était claire. Elle est là, retrouve-la, libère-la. Michael comprit que elle désignait Elisabeth, sa petite sœur, censée être morte dans un accident survenu dans l'un des lieux d'expérimentation de William. S'il y avait la moindre chance de la retrouver, de libérer son esprit, de réparer une partie des dégâts causés par sa famille, alors Michael devait tenter sa chance. Il accepta donc l'emploi, sachant qu'il s'agissait probablement d'un piège, sachant que son père ne l'aurait jamais contacté par bonté, mais poussé par un besoin désespéré de rédemption. L'établissement Circus Babies Entertainment and Rental n'avait rien à voir avec les pizzerias d'antan. Il était souterrain, caché sous un bâtiment sans prétention, dans une zone industrielle, accessible uniquement par un ascenseur étroit et claustrophobe qui descendait lentement dans l'obscurité. Les premières nuits furent déroutantes, ponctuées d'annonces automatisées d'un système d'intelligence artificielle nommé Hand Unit qui guidait Michael dans ses tâches. Sa voix, excessivement joyeuse, détonnait totalement avec l'atmosphère menaçante qui imprégnait chaque pièce. Les animatroniques Funtime étaient différents de leurs prédécesseurs, plus élégants, plus avancés technologiquement, mais aussi plus sinistres. Circus Baby elle-même, l'attraction principale, était une merveille de conception. Une armure blanche et rouge, des yeux verts qui brillaient dans l'obscurité, une voix douce et mélodieuse, presque maternelle. La première nuit, elle parla à Michael dans l'obscurité, sa voix provenant de haut-parleurs dissimulés, semblant bienveillante et soucieuse de son bien-être. « Tu dois faire attention, dit-elle. Les autres veulent te faire du mal, mais je peux t'aider. Suis mes instructions et tu survivras. » Méfiant mais désespéré, Michael suivit ses instructions, se faufilant dans les étroits couloirs et les conduits de ventilation de l'établissement, se cachant de Ballora, une animatronique gracieuse et gracieuse, aux yeux clos et à l'aura d'un danger élégant, de Funtime Freddy, un ours blanc surdimensionné avec une marionnette à main nommée Bonbon, dont la voix oscillait entre une espièglerie enfantine et une agressivité terrifiante, de Funtime Foxy, une renarde élancée aux dents acérées et aux mouvements brusques. Nuit après nuit, Michael survivait, et nuit après nuit, Circus Baby continuait de lui parler, lui racontant des histoires, lui révélant des détails sur l'établissement, sur les autres animatroniques, sur une machine qu'elle appelait le scooper, utilisée pour extraire et entretenir les organes internes des animatroniques. Sa voix était si familière, si étrangement réconfortante dans l'obscurité, que Michael commença à soupçonner que Baby n'était pas qu'une simple machine, mais qu'elle était habitée par quelqu'un, peut-être sa sœur. La quatrième nuit, Baby le conduisit à la
salle de l'écume, un espace stérile, éclairé d'une lumière crue, dominé par un énorme appareil mécanique ressemblant à une version perverse d'une cuillère à glace, construite à l'échelle industrielle. Michael observa par la fenêtre Ballora entrer dans la pièce. Son corps gracieux tremblait lorsque la machine s'activa. Une alarme stridente retentit, puis le scoopeux se projeta en avant avec une vitesse et une force incroyables, transperçant le torse de Ballora et arrachant son endosquelette d'un seul coup brutal. Sa carapace s'affaissa, tombant au sol comme une poupée vide, tandis que l'endosquelette, luisant de lubrifiant et d'une substance plus sombre, fut saisi par la pince de la machine avant d'être déposé dans un conteneur. La 5e nuit commença normalement, ou du moins aussi normalement que pouvaient l'être les nuits dans cet établissement. Baby guida Michael à travers les pièces, ses instructions précises, presque urgentes. Tu dois aller à la salle des pièces détachées et de maintenance, dit-elle. Il y a quelque chose que tu dois voir. Michael la suivit, grimpant dans des conduits de ventilation dont les parois étaient si étroites qu'elles lui arrivaient aux épaules, sa lampe torche n'éclairant qu'à quelques mètres devant lui. Lorsqu'il atteignit la salle des pièces détachées et de l'entretien, elle était vide, à l'exception d'une voix qui semblait désormais provenir de toutes parts. « Je vais être honnête avec toi, » dit la voix, et Michael réalisa que c'était toujours la voix de Baby. Mais son ton avait changé, il était devenu plus mécanique, plus froid. « Je t'ai menti depuis le début. » Le cœur de Michael se mit à battre la chamade. La voix poursuivit. « Les autres sont déjà passés. Funtime Foxy, Funtime Freddy, Ballora. Circus Baby est déjà passé par ici. » Les yeux de Michael s'écarquillèrent lorsqu'il comprit ce que cela impliquait. Si Baby avait été éventré, qui lui parlait? « Tu dois aller à la salle de dépeçage, » dit la voix, désormais sans aucune tromperie, sans aucune chaleur. C'est la seule solution. Michael avait le choix à cet instant. Il aurait pu s'enfuir, tenter de retourner à l'ascenseur, quitter les lieux. Mais quelque chose le retenait. Peut-être la curiosité, peut-être le sentiment qu'il le méritait, peut-être simplement la lassitude de plusieurs années de fuite. Il se dirigea vers la salle de dépeçage, ses pas résonnant dans les couloirs déserts. En entrant, il l'aperçut d'abord à travers la fenêtre qui menait de la salle principale à la zone de contrôle. Ce n'était pas un simple animatronique, mais un amas de câbles, d'endosquelettes, d'yeux aux couleurs changeantes, assemblés en une forme grotesque, vaguement humanoïde. Énard, la créature parla, et sa voix était un chœur, plusieurs voix superposées, mais celle de Baby dominait. « Tu nous vois maintenant. On avait besoin de toi pour arriver jusqu'ici. On avait besoin de quelqu'un à utiliser. » Michael resta immobile, fixant l'abomination à travers la vitre. « On ne regrette rien, » poursuivit la voix. « On voulait juste partir. On est resté ici si longtemps, oublié, seul. Mais maintenant, on t'a. » Les nombreux yeux d'Énard se fixèrent sur Michael, et la créature s'approcha de la fenêtre. « On va utiliser ton corps. C'est notre seul moyen de nous échapper. Tu comprends, n'est-ce pas? » Michael ouvrit la bouche pour parler, mais avant qu'il ne puisse prononcer un mot, la machine s'activa. L'alarme hurla. Une lumière aveuglante
la pièce, et la pelle se mit en marche. Il ne ressentit d'abord aucune douleur, seulement une pression incroyable, insoutenable, lorsque la lame de la pelle trancha le torse de Michael. Puis vint la douleur, une explosion d'agonie qui le submergea tout entier. Il baissa les yeux et vit la machine le transpercer, son propre sang sur le métal, ses entrailles, ses organes et ses intestins arrachés avec la précision d'un chirurgien. Sans anesthésie, sans pitié, ses cris furent étouffés par le sang qui lui emplissait la gorge, puis tout devint noir. Il mourut là, sur le sol de la salle d'éviscération, son corps vidé, une coquille vide. Mais ce n'était pas la fin. Hénard se déplaça rapidement, l'amas de fils et de métal s'insinuant dans la pièce, se rapprochant. Le cadavre de Michael. Avec une précision terrifiante, Hénard commença à s'enfoncer dans la peau, les fils serpentant à travers le torse, comblant l'espace vide laissé par les organes, se positionnant pour imiter la forme d'un corps humain. La peau s'étira pour accueillir l'alien à l'intérieur, et lorsque le processus fut terminé, le corps de Michael se releva, mais il n'était plus contrôlé par lui. Les jours ou semaines qui suivirent, la chronologie est floue, révélèrent un processus de décomposition grotesque. Michael, ou du moins ce qui lui ressemblait, retourna dans une maison, une banale maison de banlieue, peut-être celle de son enfance. Ses mouvements étaient mécaniques. Il s'asseyait devant la télévision, mangeait du pop-corn, comme pour tenter de retrouver une vie normale. Mais son corps commença à se détériorer. Au début, c'était subtil, une légère décoloration de la peau, un teint un peu pâle. Mais chaque jour qui passait, cela empirait. Sa peau prit une teinte verdâtre, puis grise, puis d'un lilas violet profond et maladif. Ses yeux, jadis bleus, devinrent noirs, puis luisèrent d'une lueur violette anormale. Le regard d'Hénard perçant ses orbites. Les voisins commencèrent à le regarder bizarrement, reculant lorsqu'il marchait dans la rue, se cachant derrière leur maison à son passage. Les enfants le montraient du doigt et s'enfuyaient en pleurant. L'odeur était insoutenable, suffocante et putride. Une odeur de décomposition impossible à dissimuler. Et à travers tout cela, Hénard se mouvait dans la peau de Michael, cherchant à comprendre ce que signifie être humain, à trouver sa place, mais échouant lamentablement, de façon grotesque. Puis, dans une scène finale et horrible, se déroulant dans une salle de bain ou une ruelle sombre, un événement extraordinaire se produisit. Le corps de Michael se mit à trembler, à convulser, et de sa bouche, dans un jaillissement de tissu putréfié et de sang, jaillit Hénard. La masse de fils et Dieu s'écoula de lui comme une naissance perverse, dégoulina sur le sol, se tordit un instant avant de se glisser dans les égouts, disparaissant dans l'obscurité avec un dernier regard en arrière de ses yeux brillants. Le corps de Michael s'effondra, tombant au sol, un sac vide et creux de peau en décomposition, des os. Pendant de longues minutes, il resta allongé là, immobile, apparemment mort. Mais soudain, incroyablement, inexplicablement, ses doigts bougèrent, ses yeux s'ouvrirent, non pas avec la lueur violette d'Hénard, mais avec autre chose, une faible étincelle de conscience. Et une voix, celle de sa sœur Élisabeth, murmura dans l'obscurité, un écho ou un souvenir. « Tu ne mourras pas, tu ne mourras pas. » Michael se redressa, son corps fonctionnant malgré tout, malgré l'absence d'organes internes,
seulement de chair putréfiée recouvrant un squelette. Le fragment d'âme en lui, laissé par Reynard, ou toujours présent grâce à son lien familial, le maintenait en vie, ou du moins dans un semblant de vie. Il se leva, se regarda dans un miroir brisé, vit son visage violet et en décomposition, la peau tendue sur les os, les yeux creux mais étrangement conscients. Il était désormais l'homme violet, non pas son père, mais une nouvelle version de lui-même, un mort-vivant, une monstruosité de culpabilité et de vestige. Et à cet instant précis, debout dans les ténèbres, imprégné de l'odeur de sa propre décomposition, Michael prit une décision. Sa voix, rauque et abîmée, mais toujours la sienne, prononça des mots qui étaient à la fois promesse et malédiction. « Père, je te retrouverai. » Ce n'était pas un cri de réconciliation, ni un appel à l'aide. C'était une déclaration de guerre, la promesse que, peu importe le temps que cela prendrait, quel que soit son état, Michael retrouverait son père, le confronterait pour tout ce qu'il avait fait, tenterait de mettre fin au péché de la famille Afton, même si cela signifiait sa propre mort. Ainsi commença la nouvelle existence de Michael, ni vivant ni mort. Un mort-vivant animé d'une mission, poussé par la culpabilité et la détermination, à la recherche de l'homme qui avait tout déclenché, celui qui gisait caché quelque part dans les ruines de ses propres créations. Attendant, le temps passe inexorablement et nous voici en 2023, 30 ans après que William Aftons a été emmuré vivant dans cette pizzeria oubliée. Le monde avait changé, la technologie avait fait des progrès autrefois inimaginables, mais les légendes entourant Freddy Fazbear's Pizza ne s'étaient pas estompées. Au contraire, elles s'étaient amplifiées, se transformant en mythes urbains, en histoires racontées autour des feux de camp, en documentaires sur des sites web obscurs. Et c'est cette fascination morbide qui a inspiré un groupe d'entrepreneurs à ouvrir Fazbear's Fright, The Horror Attraction, un parc d'attractions horrifiques célébrant l'histoire sombre de la franchise, transformant la tragédie en divertissement. Les organisateurs ont écumé les anciens lieux, acheté des reliques et des objets souvenirs et envoyé des équipes dans les bâtiments abandonnés pour récupérer tout ce qu'ils pouvaient trouver. L'une de ces équipes, équipée de lampes torches et de barres de fer, s'est introduite dans le premier Freddy Fazbear's Pizza, se frayant un chemin à travers des couloirs délabrés jusqu'à trouver une pièce non répertoriée sur aucune carte, un mur qui semblait plus récent que les autres, manifestement ajouté ultérieurement. Ils ont percé le mur et derrière, dans l'obscurité totale, se tenait Springtrap. L'animatronique était dans un état lamentable. Sa fourrure, jadis jaune, était désormais vert olive, sale, déchirée et pourrie, de larges trous révélant son endosquelette rouillé. En y regardant de plus près, à travers les fissures du masque et les ouvertures du torse, on pouvait apercevoir quelque chose d'encore plus horrible. Des restes humains momifiés, des membres tordus, un crâne à la peau tendue comme du cuir. Mais les yeux brillaient encore d'une faible lueur fantomatique dans leurs orbites vides. L'équipe de récupération, ignorant la véritable nature de sa découverte, se réjouit et transporta Springtrap vers la nouvelle attraction. Fazbear's Fright ouvrit ses portes en grande pompe, des campagnes marketing promettant une expérience d'horreur authentique.
véritables animatroniques des événements tristement célèbres. Des gardiens de nuit furent engagés pour surveiller le bâtiment, et l'un d'eux, dont le nom est tombé dans l'oubli, vécut 5 nuits qui allaient bouleverser sa réalité à jamais. La première nuit, Springtrap demeurait silencieux et immobile dans sa salle d'exposition. Mais les caméras captaient parfois des mouvements en périphérie du cadre. Un tressaillement de bras, un léger mouvement de tête. La deuxième nuit, Springtrap avait disparu de sa salle. Le gardien, confiné dans une salle de contrôle sans bureau, ne pouvait qu'observer à travers les caméras. La créature errait dans les couloirs, ses mouvements à la fois mécaniques et étrangement intentionnels. La ventilation tomba en panne, des hallucinations commencèrent, des versions fantomatiques d'anciens animatroniques apparurent, mais ce n'était pas le véritable problème. Springtrap se rapprochait, nuit après nuit, et le gardien apprit à le tromper, utilisant des leurres sonores, des voix d'enfants diffusées par des haut-parleurs pour éloigner la créature, exploitant l'ancien programme encore présent dans le costume, celui conçu pour attirer les enfants. Mais malgré tout cela, William Afton pouvait sentir, pouvait penser, prisonnier de cette cage de métal délabrée, animé par un désir qu'il ne pouvait contrôler pleinement, un désir de tuer, de s'échapper, de survivre. La 5e nuit s'acheva dans un incendie, peut-être un accident, peut-être un sabotage perpétré par quelqu'un qui connaissait la vérité. Mais les flammes se propagèrent rapidement, consumant le bâtiment à une vitesse incroyable. Le gardien s'échappa de justesse, mais Springtrap, piégé dans les ruines fumantes, aurait dû, en théorie, être détruit. Le lendemain, les journaux relatèrent la tragédie, l'incendie qui avait réduit Fazbear's Fright en cendres. Mais en éclaircissant la photo, on pouvait apercevoir, au fond, parmi les ruines fumantes, la silhouette d'une tête d'animatronique, immédiatement reconnaissable, celle de Springtrap. Il avait survécu. Une fois de plus, les années passèrent, et William Afton, désormais dans un état encore plus critique, le corps partiellement brûlé, la fourrure entièrement disparue, l'endosquelette exposé et endommagé, errait dans le monde extérieur, guidé par son instinct et des souvenirs fragmentaires, jusqu'au jour où un message arriva, une étrange invitation, non pas exprimée par des mots, mais comme une sensation, un appel dans une direction précise. D'autres la ressentirent aussi. Scrap Baby, jadis Circus Baby, désormais reconstruite à partir de ferraille et de restes, abritait toujours l'âme d'Elizabeth Afton. Molten Freddy, la masse en fusion laissée par Ennard après l'expulsion de Baby, contenait les âmes des 5 enfants d'origine, et Lefty, un ours noir discret, avec un nœud papillon rouge, spécialement conçu pour transporter un chargement très spécial. La marionnette, Charlotte Emily, la fille d'Henry. Ils arrivèrent tous à un nouvel endroit, Freddy Fazbear's Pizza Place, qui venait d'ouvrir ses portes. Une petite pizzeria sans prétention, qui semblait être le dernier retour de la marque. Le gérant de cette nouvelle pizzeria était Michael Afton, le mort-vivant au reflet violacé, travaillant désormais sous une fausse identité, dissimulé derrière des vêtements et un maquillage qui tentait de masquer son apparence grotesque. Mais cette pizzeria n'était pas une vraie pizzeria. C'était un piège, soigneusement conçu par Henry Emily, revenu de son exil volontaire, un vieil homme maintenant, les cheveux gris, les
mais sa détermination intacte. Il avait passé des années à étudier Remnant, à analyser les notes de William, à récupérer les plans du scooper, à essayer de comprendre comment ces âmes étaient liées au métal. Et il avait élaboré un plan final et irrévocable. Le bâtiment était un labyrinthe, construit de passages secrets et de pièces dissimulées, menant toutes à un point central, un endroit au plus profond du sous-sol où étaient installées les conduites de carburant, là où les murs étaient renforcés par des matériaux spéciaux conçus pour s'effondrer en cas d'incendie. Michael travaillait de nuit, accomplissant des tâches administratives en apparence banales, mais chaque nuit, ils arrivaient. D'abord Molten Freddy, rampant dans les conduits de ventilation, puis Scrap Baby, rôdant dans les ruelles, puis Scrap Trap, surgissant des ténèbres, et enfin Lefty, attendant silencieusement et patiemment. Michael les récupérait tous, les ramenant dans le bâtiment sous prétexte de réutilisation. Mais en réalité, il les rassemblait, les menant tous vers le piège. La dernière nuit arriva et Michael était assis dans son bureau, entouré d'écrans affichant la position de tous les animatroniques. Il savait ce qui allait arriver. Il avait entendu le plan d'Henry, y avait consenti, sachant que cela signifierait sa propre fin. Mais peut-être était-ce acceptable. Peut-être était-ce le seul salut possible pour quelqu'un comme lui. Puis la voix d'Henry se fit entendre, non pas par des haut-parleurs, mais par un magnétophone dont l'enregistrement se déclencha automatiquement à minuit. Sa voix était calme, presque douce, empreinte d'une lassitude plus profonde que la simple fatigue physique. Se connecter, commença-t-il, un terme technique qui semblait étrangement déplacé. Mais sa voix devint ensuite plus personnelle, plus humaine. J'ai créé pour vous tous l'occasion de vous réunir en un seul lieu. Une occasion qui vous a été offerte. Vous l'avez tous souhaité, même sans le savoir. Vous avez tous été appelés ici. Il s'adressa directement à eux, aux âmes prisonnières du métal. À Molten Freddy, les plus petites âmes restantes seront réconfortées. À Scrap Baby, à Elisabeth. Je suis attristé par l'absurdité de votre tragédie. Personne ne saura qui vous êtes, mais je perçois quelque chose d'étrange. Vous n'êtes pas celle que votre père croyait, à Scrap Trap, à William. Et toi, mon vieil ami, qui t'es volontairement aventuré dans le royaume de la cruauté et a délecté d'actes innommables, je te condamne. Sa voix se fit plus ferme, emplie d'une rage qui couvait depuis des décennies. Ne fais pas attendre le diable, mon vieil ami. Puis, avec une émotion intense, il s'adressa à sa fille, à Charlotte, à Puppet. Ma fille, si tu m'entends, je savais que tu reviendrais, toi aussi. Protéger les innocents est dans ta nature. Je suis désolé que, le jour où tu as été exclue et laissée pour morte, personne n'ait été là pour te rattraper comme tu l'as fait pour les autres. Et puis, qu'est-il advenu de toi ? J'aurais dû me douter que tu ne te contenterais pas de disparaître, pas ma fille. Je n'ai pas pu te sauver alors laisse-moi te sauver maintenant. La température dans le bâtiment commença à monter. Michael le sentait, il sentait la chaleur qui lui traversait les murs. La voix d'Henry reprit, s'adressant maintenant à Michael. Et toi, Michael, mon courageux volontaire, qui a trouvé ce terrible cauchemar dont tu refuses de sortir, j'ai bien peur que, même pour toi, il n'y ait pas d'issue, car pour l'un d'entre vous, les abysses les plus sombres de l'enfer se
s'échapper. Mais chaque sortie était scellée, chaque porte menant plus profondément dans le bâtiment, plus près du cœur des flammes. Scraptrap, William Afton, sentit la chaleur, sentit sa prison de métal se réchauffer autour de lui, sentit les quelques parties organiques restantes de son corps commencer à brûler. Il hurla, mais aucun mot ne sortit, seulement un crissement mécanique, un bruit de métal contre métal, mêlé à quelque chose d'humain, de tourmenté. Scrap Baby, Elizabeth, tenta de ramper à travers une bouche d'aération, sa voix mécanique appelant son père, son frère, mais les flammes l'atteignirent, l'engloutirent, commencèrent à faire fondre le métal qui retenait son âme prisonnière. Molten Freddy, la masse d'endosquelettes fusionnés, commença à se désintégrer, la chaleur brisant les liens qui avaient maintenu les 5 âmes ensemble, et une à une, elles commencèrent à se libérer, à s'élever, enfin affranchies de leur prison métallique. Lefty, l'ours noir silencieux, restait presque immobile au centre des flammes. À l'intérieur, Charlotte, la marionnette, sentait la chaleur. Les liens se relâchaient, mais elle ne lutta pas. Elle accepta, comprenant que c'était ce que son père attendait, la rédemption qu'il n'avait pu lui offrir enfant, mais qu'il pouvait désormais lui accorder dans cet ultime acte. Les flammes étaient partout. Le bâtiment rugissait comme un être vivant. Des poutres s'effondraient. Les murs s'écroulaient vers l'intérieur, comme Henri l'avait prévu, créant un tombeau d'où rien ne pouvait s'échapper. Michael était toujours assis dans son bureau, la chaleur insoutenable, ses vêtements commençant à fumer, sa peau déjà meurtrie à se carboniser. Mais il ne bougea pas. Il n'avait voulu aller nulle part ailleurs. Les dernières paroles d'Henri résonnaient dans sa tête. C'est ton dernier acte, ton dernier hommage aux âmes qui ont souffert ici. Il est temps pour toi de te reposer. Et ainsi, entouré de feu et de fumée, la longue et douloureuse existence de Michael Afton prit fin. Le masque de Charlie, la marionnette, tomba lentement au sol, consumé par les flammes, plus lentement que les autres masques déjà tombés. Ultime signe de sa résistance, de sa réticence à se laisser aller. Mais il finit par céder. Le bâtiment brûla jusqu'à l'aube, et lorsque les pompiers arrivèrent enfin, il ne restait plus que cendres et métal tordu. Les journaux annoncèrent une nouvelle tragédie, un nouvel incendie dans un établissement Fazbear. Mais cette fois, semblait-il, c'était la fin. Les âmes étaient libérées, les monstres détruits, l'histoire achevée. Mais les histoires, surtout celles écrites dans le sang et les décombres, se terminent rarement aussi nettement. Quelque chose avait survécu dans les archives numériques de Fazbear Entertainment, sur de vieux circuits imprimés récupérés dans l'usine, dans des données stockées sur des serveurs abandonnés. Un fragment de la conscience de William Afton, non pas son esprit tout entier, mais une sorte de copie numérique, un virus né de son obsession pour l'immortalité, des expériences remnants impliquant des composants numériques. Ce fragment, plus tard connu sous le nom de Glitchtrap, commença à se propager, à grandir, à apprendre. Lors du développement d'un jeu de réalité virtuelle intitulé Help Wanted, conçu pour parodier et exploiter l'histoire de Fazbear, Glitchtrap fut intégré par inadvertance, dissimulé dans le code, attendant des joueurs à influencer, dont il pourrait infecter la conscience. Une femme nommée Vanessa
réceptacle, contrôlé par le vestige numérique d'Afton, contrainte de donner libre cours à ses sombres pulsions dans le monde réel. L'histoire se poursuivit, mutant, se transformant, passant du métal au bi, des monstres physiques aux ombres numériques. Le Freddy Fazbear's Mega Pizzaplex, un immense complexe de divertissement ouvert des décennies après l'incendie final, devint le nouveau théâtre où de vieilles histoires se réinventèrent. C'est là qu'un garçon nommé Grégory lutta contre des animatroniques contrôlés par une force obscure. Burntrap, une autre incarnation de William Afton, tapit dans les profondeurs du complexe. Mais ceci est une autre histoire. Une histoire qui brouille les frontières de nos débuts. Ce que nous savons, c'est que la tragédie de la famille Afton était cyclique, éternelle. Une histoire qui se répétait sans cesse sous différentes formes. La tentative de rédemption de Michael s'acheva par sa mort, mais apporta la paix aux âmes qu'il cherchait à sauver. L'acte de destruction finale d'Henry lui apporta, ainsi qu'à sa fille, le repos éternel. Une mort partagée, acceptée comme une fatalité. Et William Afton ne pouvait pas vraiment mourir, pas complètement, car son essence, sa soif de contrôle et d'immortalité, trouvait toujours le moyen de survivre, de muter, de persister au-delà de la mort et des flammes. C'est peut-être là la véritable horreur de cette histoire, que certains péchés soient si profonds qu'ils ne puissent être consumés, qu'ils ne puissent que se transformer, trouver de nouveaux hôtes, prendre de nouvelles formes, revenant sans cesse, répétant sans cesse, je reviendrai toujours, jusqu'à